Mardi 20 août 2024, 10 heures dans le jardin de la maison. Roland est encore dans son lit. A-t-il réellement envie de se lever? Il va sortir de sa chambre. Il portera son habituel fardeau de malheur. Mais un poids supplémentaire alourdira ses épaules ce matin. Il a mal réagi hier aux propos qui m'ont échappé. Je me suis laissée aller à lui dire la façon dont j'avais vécu ces derniers jours en groupe familial élargi. C'était pourtant lui qui m'avait sollicité. Lui, le premier, qui avait entrepris de présenter ces dernières semaines comme des vacances idylliques, éclairées par la présence du mignon petit bébé et teintées d'une indéfectible couleur rose bonbon. Il s'était servi un apéritif et avait dit, détendu par son adjuvant préféré sans trop y penser, « Elle me manque, Betty. » « Oui, je comprends, lui avais-je répondu, mais enfin, malgré tout, c'était bien que ça s'arrête. » Ainsi commença notre échange, éminemment risqué, qui de fil en aiguille nous a gratifié de son détestable tribut de tristesse. Il m'a dit au cours de la conversation qu'il avait trouvé mon comportement en famille absolument impeccable. Je réalise maintenant qu'il devait être curieux, en prenant l'initiative de ce périlleux sujet, de connaître le fond de ma pensée au-delà de mon attitude apparemment irréprochable. Il en a maintenant une idée plus précise. Mes propos ont été, selon lui, méchants, injustes et excessifs. J'ai tout gâché avec mes paroles, m'a-t-il dit. Je ne crois pas avoir été aussi radical qu'il le prétend. Je me demande plutôt s'il n'est pas tout simplement incapable d'entendre une seule réserve assombrissant la sympathique vision qu'il a de notre vie de famille élargie. Il sort de la chambre, j'abrège cette lettre, le saccage est derrière nous et nous allons devoir vivre maintenant dans un entre-deux. Nous n'avons que quelques jours de tête-à-tête devant nous. Marc nous rejoint après sa croisière dès la semaine prochaine avec femme et enfants. Une masse opaque nous sépare. Roland pense que je suis dure, égoïste et que je n'aime ni mes enfants ni ma petite fille. Aucune chance n'existe plus de voir quelques atomes de transparence, de spontanéité ou de joie se glisser entre nous. Essayer de comprendre en profondeur nos divergences n'est pas d'actualité, puisque nous allons bientôt revivre cette même configuration familiale. Le temps manque. Analyser et explorer précisément l'origine de notre différend pourrait être pire, plutôt que de temporiser tout simplement dans l'inconfort du moment. Le même jour, midi, sur le parking du Super U. J'ai accompagné Roland au Super U, il ne conduit pas en raison de sa mauvaise vue. Il fait les courses, je l'attends dans la voiture. Il continue à ne pas supporter mes remarques sur mon nouveau téléphone. Nous l'avons reçu il y a quelques semaines et il nous a valu à l'époque d'escalader un culminant sommet de malheur. Ce matin, nous nous préparions pour partir en course. Comme je m'apprêtais à rester dans la voiture pendant les achats de Roland, je pensais retravailler mon dernier texte du 18 août qui dresse le portrait de Simon. Et j'avais besoin, dans ce but, de connecter mon ordinateur portable sur Internet grâce au réseau de mon téléphone. Je n'avais encore jamais sollicité Roland sur cette opération de tous les dangers. J'ai pris des notes. Reprise. Nous étions sur le canapé. Il m'a expliqué. J'ai pris des notes. Une extrême simplicité était apparemment au rendez-vous. C'est la même chose qu'avec l'autre téléphone, m'a-t-il dit d'une voix peu amène. Il n'était pas de mon intérêt de le contredire et pourtant, ce n'était assurément pas la même chose. Il était assurément de mauvaise foi. La crispation est tangible entre nous dès que nous approchons de ce téléphone. Je n'ai pu m'empêcher de marmonner pour moi. Reprise.
de marmonner pour moi-même, sans qu'il ait réussi, je le suppose, à entendre mes bafouillements. Non, ce n'est pas la même chose. Je suis maintenant sur le parking et je ne parviens pas à connecter mon ordinateur sur Internet. Ce n'est définitivement pas la même chose. Je ne travaillerai pas mon texte dans la voiture. Je n'en dirai rien à midi. Ne pas attiser l'exaspération technologique. Lundi 30 août, 10h à Querbian. Ce texte-ci ne sera probablement pas très élégant, peut-être même un peu mesquin. Mais il me faut le consigner pour qu'une forme de justice existe, au moins dans ces pages. Voici le fait que je souhaite retenir. Delphine a cassé mon ordinateur. L'incident a eu lieu cette semaine, pendant son dernier séjour à Querbian avec Marc et Betty. Cette formulation est loin d'être politiquement correcte. Elle est partiale, considérée de mon point de vue, mais un zeste de provocation parsemé dans ma façon de m'exprimer me fait du bien. Comment puis-je donc avoir l'audace de retenir cette présentation des faits qui n'introduit aucun doute quant à l'identité de la personne responsable? Tout d'abord, parce qu'il semblerait que cette expression, d'un certain point de vue, pourrait être considérée comme assez drôle. N'est-il pas relativement légitime de saisir toute occasion de sourire? Roland s'est amusé, en effet, quand je lui ai annoncé la nouvelle, précisément de cette façon. Le comique de ma formulation ne lui est en réalité apparu que plusieurs heures plus tard, lorsque l'appareil a fait mine de refonctionner. Rassuré, il m'a alors fait remarquer combien était péremptoire, sans nuance, et donc plutôt drôle, mon affirmation en forme d'accusation. Il pouvait en rire. Le dommage avait disparu. L'aspect moins comique de l'affaire est que l'appareil est maintenant de nouveau définitivement en panne. Roland n'a plus envie de se réjouir. J'avais laissé mon ordinateur ouvert sur un tabouret pliant, sur la terrasse, sous un fil, pouvant de temps à autre être utilisé comme une corde à linge. Delphine a suspendu son maillot de bain une pièce, d'une taille donc singulièrement plus conséquente que ne l'eût été celle d'un modeste bikini. Son maillot de bain une pièce donc, qui a dégouliné au-dessus du clavier. Je n'ai découvert l'emplacement périlleux de mon précieux équipement qu'au moment de le ranger, assez longtemps après le geste malencontreux de Delphine. L'arrosage avait ainsi eu tout le temps d'être particulièrement néfaste pour les fragiles circuits électroniques. Delphine a cassé mon ordinateur est une affirmation partiale. Je n'aurais en effet en aucun cas dû exposer mon appareil en ce lieu risqué. Je n'en oublie pas moins la participation indiscutable de Delphine à ce déplorable incident. Tu verras, ne cessait de me dire Roland depuis notre arrivée à Querbian. Tu verras, ton ordinateur tombera en panne à coup sûr avant la fin des vacances. Tu verras, à cause du sable sur la plage. Désolé, mon cher et tendre, aurais-je maintenant envie de lui répondre? Mais je m'abstiens, l'actualité du moment ne m'incitant pas à tenter la moindre incursion du côté de l'ironie ou de la dérision. Désolé, mon cher et tendre, mais tu avais tort, j'étais prudente, je protégeais mon appareil par de multiples pulls avant de le glisser dans mon sac, et c'est bien l'inattention incroyable au fond de Delphine qui a provoqué ce mirifique résultat. J'en ai parlé ce matin par lettre orale à Fanny, mon amie actrice.
Elle me fait part chaque jour d'un court texte qui constitue son journal. Je le commente en retour, mais il me fallait aujourd'hui lui donner quelques nouvelles. Elle aurait dû recevoir prochainement, sans la défaillance de mon équipement, mon texte sur Simon, daté du 18 août. Ce ne sera pas possible. Delphine a cassé mon ordinateur, lui ai-je dit sans autre forme de procès, dans cette formulation qui me vient spontanément aux lèvres. Fanny m'a immédiatement téléphoné. Nous nous appelons rarement, mais elle voulait me soutenir. Je ne devais pas baisser les bras, je pouvais aller à Havane, acheter un autre appareil, je pouvais agir sans l'aide de Roland, et je retrouverais à coup sûr mes fichiers audio disparus dans la débâcle. J'avais en effet perdu des heures d'enregistrement, constituées par mes lectures vocales de mes derniers livres et par celles d'œuvres appartenant au domaine public. Ces fichiers audio étaient destinés au site littérature audio. Des petits réparateurs faisaient des merveilles, m'a-t-elle assuré, à Paris, dans le quartier Montgalais. Fanny m'avait appelé pour m'aider par ses conseils pratiques. Elle m'a ouvert des pistes auxquelles je n'avais pas pensé. Je pouvais y réfléchir. Des portes surgissaient dans la cellule où j'étais enfermée. Mais j'étais surtout et avant tout émue par sa bienveillante amitié. Sa première remarque, sortie du cœur, qu'elle me dit avant de passer à l'objet posé et réfléchi de son appel, à savoir les différentes solutions concrètes susceptibles de m'aider, fut celle-ci. « Ah oui, Delphine a cassé ton ordinateur. On pourrait parler d'actes manqués, si on voulait s'amuser à jouer aux apprentis psychologues. » Cette remarque m'incite à penser que ma formulation, apparemment brutale, est peut-être assez juste dans un registre enfoui et inconscient. Delphine est en effet tournée vers la vie matérielle, elle fait attention aux objets et me fait aisément comprendre qu'elle me trouve négligente en ce domaine. Comment est-il dès lors possible qu'elle n'ait pas remarqué mon appareil en vue et grand ouvert sous la corde à linge? Je pourrais pousser plus loin mon interrogation et me demander si elle ne développe pas vis-à-vis de moi une forme de jalousie. Je vis dans un monde plus intérieur que celui qui lui est familier, où l'humanité, la profondeur, la générosité et l'expression verbale ont leur importance. Ce sont autant de traits qui pourraient être symbolisés par mon écriture, qui est discrète, je n'en parle pas, mais Delphine sait que j'écris. Et mon écriture n'est-elle pas matérialisée par mon appareil qui n'est jamais loin de moi? J'y pense. Marc m'a demandé comment je m'étais débrouillée pour arroser mon clavier. Delphine n'était pas présente. Elle n'a par ailleurs de son côté à aucun moment manifesté ce type de curiosité. Mon ordinateur était ici, ai-je répondu à Marc. Quelqu'un a étendu du linge au-dessus. Roland m'a reproché plus tard d'avoir précisé ces conditions de l'incident. Je risquais ainsi plus ou moins d'incriminer Delphine, puisqu'elle était de notoriété familiale à peu près la seule à utiliser cette corde à linge. Marc s'est gardé de poursuivre son investigation après mes premiers éléments de réponse. Je n'étais pas très en forme ce matin au réveil. De déplaisantes flaques, de rancœur, stagnaient au fond de moi. Maman n'a rien arrangé hier soir au téléphone. Je l'ai appelée chaque jour de cet été. Je lui lisais des extraits de romans. Elle me racontait ses journées. Je faisais de même, brièvement, me gardant bien de faire le moindre commentaire pouvant être interprété négativement sur notre vie de famille en mode élargi. Maman est assez particulière. Si j'avais émis une ombre de critique envers Delphine, par exemple, comparable à un modeste nid de poules sur la route de nos vacances, elle se serait empressée de le transformer en sommet culminant de l'Himalaya. Je n'avais pas besoin d'entendre ces exclamations immanquablement horrifiées concernant Delphine qu'elle
reprises, qu'elle m'aurait à coup sûr dépeinte comme une jeune femme sans gêne, sans éducation ni gentillesse. Je faisais donc preuve d'une sobriété et d'une prudence sans faille. Tout allait bien. Les jeunes faisaient du surf, Betty était charmante, les soirées sympathiques, la vie était lisse et sans problème, jusqu'au moment où j'interrompis les lectures de notre livre du moment, Mes souvenirs, de Marie Dagout. Mon ordinateur était en panne. Je ne pouvais plus enregistrer mes lectures à l'aide du logiciel adapté au site Littérature Audio. L'envoi de mes enregistrements à ce même site devenait impossible. Je reprendrai mes lectures plus tard lorsque j'aurai un nouvel appareil. Mais comment as-tu donc fait ? M'a-t-elle demandé après quelques jours de pause en matière de lecture. Comment as-tu fait pour casser ton ordinateur ? J'ai alors malencontreusement relâché ma vigilance et me suis laissé aller à parler. Ce n'était pas futé, mais je suppose que je devais être assez usée par la négligence de Delphine, dont les conséquences, ne serait-ce qu'en matière technologique, n'étaient pas aisées à accepter. J'ai donc brièvement, je dois le dire, raconté l'histoire du maillot de bain suspendu au mauvais endroit. Les réactions de maman ne firent pas attendre. Elle fut profondément scandalisée. Delphine était irrespectueuse et ma douce mère se mit dès lors en demeure de dégrader un peu plus mon état moral qui n'était d'ores et déjà pas des plus prospères. Franchement, je n'en reviens pas, m'a-t-elle dit. C'est inadmissible. Je vais te raconter ce qui se passe du côté de Thérèse. Thérèse est ma sœur aînée. Nous ne nous entendons pas et ne nous voyons plus depuis des années. C'est tout le contraire. Elle a accueilli cet été Sylvestre, sa femme et leurs 3 enfants. Sylvestre est le plus jeune fils de Thérèse. Eh bien, figure-toi que Thérèse, un jour, a été obligée de dire à Violette, sa belle-fille, qui est très gentille, qui craint d'ennuyer Thérèse ou de la fatiguer. Tu comprends, son dernier enfant n'a que 5 mois. Jamais elle ne lui demande de s'en occuper. Eh bien, elle a dû dire à Violette, « Laisse-moi donc ton bébé et va te promener, profites-en, va un peu sur la plage pendant une petite heure. » Violette a accepté. Mais si tu savais combien elle a remercié Thérèse, elle n'a pas arrêté, au moins 18 fois. Maman insistait. Elle s'extasiait sur la gentillesse de cette si délicate jeune femme. Tristesse et énervement fourbissaient leurs armes, forçaient la porte en moi, qui, de mon côté, avait passé mon temps à promener Betty, alors que Delphine avait su me faire comprendre par des paroles exprimées à demi-mot, l'air de rien, des paroles qui ressemblaient à des pensées personnelles, dites apparemment sans trop y réfléchir, à haute voix, comme si elle parlait pour elle-même ou bien à sa fille. Des paroles qui ne demandaient pas de réponse. Delphine a su exprimer qu'au fond, la promenade n'était pas aussi favorable qu'il y paraissait pour Betty. Est-ce que je lui parlais assez pendant les balades ? Betty devait être sollicitée pour être réveillée, c'était mieux pour son évolution. Et puis elle avait tendance à s'endormir dans sa poussette, il fallait éviter. Ces paroles, sans m'être directement adressées, flottaient au petit bonheur dans la pièce, alors que Betty était avec sa... Et je reprends. Ces paroles, sans m'être directement adressées, flottaient au petit bonheur dans la pièce, alors que Betty, lorsqu'elle était avec sa mère, je suis désolée de le noter, passait une bonne part de son temps à pleurer. Je sais la distraire, l'occuper et l'amuser. Avec moi, elle ne pleure jamais. J'aurais aimé pouvoir parler davantage à Betty assise dans sa poussette, mais la nacelle était orientée dans le sens de la marche. Elle avait été installée ainsi par Delphine qui nous avait dit qu'ainsi l'enfant s'ouvrait davantage au monde. Ayant entendu les remarques de Delphine relatives à la communication nécessaire entre Betty et moi en cours de balade, je lui demandai d'inverser le sens de la nacelle et je n'ai cessé, lors de notre dernière promenade, d'envoyer des vidéos
sur notre groupe WhatsApp. Je pouvais ainsi montrer le comportement de Betty qui était vive, souriante, tout à fait réactive à mon intérêt attentif. Je prouvais ainsi qu'elle était bien traitée et assez éveillée. Le sommet de l'ingratitude fut atteint par Delphine ce même jour, le vendredi 30 août, à l'issue de cette même promenade vidéo surveillée. L'heure du biberon était dépassée depuis plus d'1 heure. C'était appréciable, car Betty a bon appétit, et toute méthode ayant pour conséquence un espacement des biberons est la bienvenue. Betty passait de bons moments en ma compagnie. Elle regardait les arbres et le ciel, et nous communiquions. Avec force mimique et clignement d'yeux, elle était occupée, ne connaissait pas l'ennui et oubliait ses biberons. Je revenais ce jour-là vers la maisonnette. J'avais informé par vidéo quiconque souhaitait l'être de l'ambiance de la promenade. J'appelais Delphine pour confirmer que l'humeur de l'enfant était bonne et qu'elle ne réclamait toujours pas de biberon. J'étais près de la maisonnette. Delphine me rejoignit et prit la petite. Je rentrai à la maison. Delphine posa Betty sur son tapis de sol et se mit à lui parler. « Tu es bien Betty, n'est-ce pas, dans la maison ?» lui dit-elle. « Parce que tu comprends, tu ne bouges pas dans ta poussette. Là au moins tu peux faire de la gymnastique. T'exercer à lever la tête ou à rouler sur le sol, essayer de passer de la position sur le ventre à la position sur le dos. C'est un bon entraînement. » Delphine s'exprimait distinctement, elle savait que je l'entendais. Telle fut l'expression de gratitude dont je dus me contenter. J'avais pourtant ce jour-là gardé Betty sur demande explicite de Delphine, qui devait, m'avait-elle dit, passer des appels téléphoniques professionnels. J'avais ce même jour changé Betty avant d'entamer notre longue promenade, qui fut conclue par une indispensable séance de gymnastique. Betty ne s'était pas contentée d'un discret pipi de nourrisson. La taille de la couche s'était révélée tout à fait insuffisante. J'avais lavé la petite, dont la peau était rouge et irritée. Je connaissais une crème magique, le Mythosil, que j'avais amplement utilisée en son temps pour Marc et Simon. Elle était tout aussi précieuse pour les adultes en cas de troubles dermatologiques. Je n'ai pas interrompu Delphine, qui était occupée au téléphone, et ai pris l'initiative d'utiliser ma propre crème. J'en informais Marc dès que je le croisais dans la maisonnette. « Ah bon, m'a-t-il dit ? Tu lui as mis de la crème ?» Il n'en dit pas plus. J'interprétais sa perplexité. Delphine avait pris les rênes du commandement concernant les soins donnés à Betty. N'avais-je donc pas fait preuve d'une singulière audace ? J'ai compris l'après-midi après la séance de gymnastique que Marc avait rapporté à sa quasi-épouse la liberté que je m'étais octroyée. Delphine changeait sa fille, j'étais près d'elle, occupée à remplir le lave-vaisselle, et j'ai eu droit à son commentaire. « Ah oui, je vois, vous en avez mis beaucoup de la crème. » Et elle prit soin d'en noter méticuleusement toute trace à l'aide de nombreux cotons imbibés d'eau. Marc et Delphine sont partis hier soir, après ces derniers jours passés à Kerbiou. Nous avons dîné tôt, à l'heure qu'ils ont souhaité. Betty s'est mise à pleurer, au début de l'incontournable opération bagage. Je l'ai portée dans mes bras pendant les quelques 45 minutes qu'a duré cette opération. Elle n'a plus pleuré. Marc a eu l'air surpris de la voir aussi calme, aussi longtemps. Je ne trouve pourtant pas compliqué de prendre un enfant dans les bras, de tourner son visage vers les tableaux colorés du salon qui retiennent son attention, de sautiller lorsque cela s'avère nécessaire. Marc semblait découvrir ce type de minuscules astuces, comme si Delphine ne savait pas faire. Ils sont partis sans dire un mot de remerciement. Ils étaient restés du 26 au 30 août. Ils étaient demeurés tout aussi silencieux à l'issue de leur visite précédente de 4 semaines, du 20 juillet au 17 août. Au mois de mai, en revanche, alors que Roland et moi leur disions au revoir, debout près de la voiture où ils étaient installés tous les trois prêts à partir, ils nous avaient dit de gentilles paroles, de reconnaissance qui font plaisir et qui rassurent, qui montrent qu'ils avaient apprécié leur séjour.
Je viens de tout dire à Roland. Il connaît maintenant mes pensées du moment, aussi précisément que s'il avait lu les lignes qui précèdent. J'aurais préféré ne rien révéler, mais il a une fois de plus bousculé mes prudents retranchements de retenue et de paroles contrôlées. C'était bien, n'est-ce pas, m'a-t-il dit à peine se levait-il en l'absence de Marc et Delphine partis hier soir. Je me demande vraiment comment ils auraient fait pendant ces vacances si nous n'avions pas été là. J'ai répondu à tort, puisque sans réfléchir, plus vite à dire vrai que Steve McQueen dégainant son arme dans les 7 mercenaires. Ah oui? Et comment faisions-nous quand les enfants étaient petits? Mais laisse-moi terminer, m'a-t-il sévèrement interrompu. Je me suis tue. Il a repris son propos, que j'avais déjà compris puisqu'il avait d'ores et déjà atteint le terme de sa phrase. Il ne faisait que répéter par ailleurs une opinion qu'il m'avait déjà dite, à savoir sa satisfaction d'avoir pu cette année faciliter les vacances des jeunes. Ma remarque, quant à elle, tomba dans l'oubli. Et nous voilà tous deux engagés de nouveau sur un chemin épineux. J'avais eu droit la dernière fois après le départ de Marc et Delphine à sa vision personnelle colorée de roses bonbons, qui considérait que la cohabitation avait été parfaite. Je n'avais pas pu m'empêcher de réagir. Et il me sert aujourd'hui une nouvelle approche tout aussi gentillette, signifiant pauvres enfants. Comme le séjour aurait été dur pour eux si nous n'avions pas été là. Son interprétation bienveillante pour nos jeunes, reprise pour nos jeunes, a pour effet de gommer les éventuelles aspérités rencontrées ces derniers jours en soulignant combien la vie est difficile avec un nourrisson. Son interprétation n'est pas la mienne. Je pense au contraire que si nous n'avions pas été là, tous deux auraient réussi, comme la majorité des couples dans leur cas, à s'organiser à leur façon. Ils auraient gagné en autonomie et sans doute également en fierté et en satisfaction personnelle. Roland croit que la difficulté de leurs vacances provient des soins nécessaires à leur bébé. Je crois pour ma part que si leurs vacances posent problème, cette situation est due à la fragilité de leur couple. Je reprends. À la fragilité de leur couple pendant cette période. Marc n'a pas envie de vivre de longs moments de loisirs avec sa quasi-épouse. Il sollicite dès lors notre présence. La vie n'est pas juste. Roland et moi avons vécu des vacances dans le passé sans l'aide des parents. Je me chargeais de l'intendance, discrètement, sans compter mon temps, sans réclamer l'équivalent à Roland, comme le fait Delphine avec Marc. Je n'en souffrais pas. Cette façon de vivre nous convenait. Mais je réalise maintenant que dans l'esprit de Roland, cette harmonie matérielle que nous connaissions à l'époque signifiait que l'intendance ne posait pas de problème, les tâches matérielles étaient aisément réalisées, magiquement, presque. Il ne les remarquait pas, il ne les voyait pas, elles n'existaient donc pas. Il partage aujourd'hui les vacances d'un jeune couple. Nous participons à la vie matérielle comme nous le pouvons, en fonction de la marge de manœuvre possible dans cette configuration familiale. Nous intervenons pour les repas, pour le rangement, pour Betty, en fonction de la sensibilité ou de la susceptibilité de Delphine. Roland et moi participons. Cette participation est visible. Et Roland affirme que l'intendance matérielle est considérable et notre aide dans ces conditions incontestablement précieuse. Lorsque Madame la très puissante injustice décide d'imprimer sa marque, elle n'intervient pas dans la demi-mesure. J'étais discrète dans le passé, l'aspect matériel n'existait pas aux yeux de Roland. Delphine est démonstrative, elle comptabilise tout travail domestique de sa part. Marc est tenu de faire l'équivalent et la vie matérielle prend de l'importance dans l'esprit de Roland. Il remarque maintenant l'existence de ces contraintes domestiques et il plaint ces pauvres jeunes qui ont tant à faire. Mon malaise est lié à Roland bien plus qu'à l'attitude de Marc et Delphine, qui ont parfois manqué de délicatesse. Je suppose que cette trop longue cohabitation ne leur a pas été favorable. N'est-ce pas elle, justement,
qui les a poussés à se montrer d'une certaine façon plus ou moins ingrats, discourtois, égoïstes, quelque peu enfants gâtés pour tout dire. Marc et Delphine m'ont blessée, mais j'ai conscience que ces conditions de vie n'ont pas contribué à leur épanouissement. Je souffre davantage de la vision erronée, selon moi, de Roland, signifiant « nous avons été bien avisés de les aider, tel n'est pas le sujet ». Je pense que le couple de Marc et Delphine souffre d'une faiblesse de fond, qui est leur difficulté à bien vivre ensemble en toutes circonstances. Ils progresseront, je l'espère. L'avenir n'est pas fermé. Mais vivre avec eux est justement loin de les aider. J'ai l'impression que l'injustice me cerne lorsque Roland et moi ne sommes pas d'accord sur des sujets d'importance. Cette réalité ne me convient pas et je trépigne.